L'arme est plutôt fine, très belle et bien finie, le bois est superbe. La prise en main de la crosse anglaise et du garde-main est très confortable et le quadrillage de ces deux éléments renforce la bonne tenue de l'arme tout autant qu'il ajoute à son esthétisme. Elle dispose de deux emplacements pour y fixer deux anneaux de grenadière et la bretelle de votre choix. C'est une carabine très légère. Même avec les adjonctions que je lui ai faites, elle ne pèse que 3,2 kg et 200 g de plus quand elle est approvisionnée au maximum. Je me vois tout à fait me balader avec dans les bois sans avoir l'impression de traîner un âne mort sur moi. La 44 Magnum est déjà une munition puissante dans une arme de poing, mais dans un canon de carabine, sa puissance est d'autant plus importante, avec l'avantage d'un recul tout à fait supportable au tir à l'épaulé, même sans talon de crosse anti-recul. C'est une arme et une munition qui sont en catégorie C au regard de la législation française. Ce qui veut dire qu'il vous suffit d'avoir soit un permis de chasse, soit une licence de tir pour pouvoir acquérir la carabine et les munitions. D'ailleurs, dans ce format, c'est une munition largement sous-estimée. De 0 à 40 mètres, elle est tout à fait capable de gérer des animaux de taille moyenne ou lourds comme le sanglier. S'il devait s'agir d'un bipède agressif, je ne serais donc pas inquiet sur le résultat, mais beaucoup plus concernant mon devenir judiciaire. Je vous mets en description l'excellent article de M. Joël Serre au sujet de la 44 Magnum, il est très instructif. J'insiste encore sur la munition. Comme il s'agit d'une catégorie C, vous n'êtes pas limité en nombre de cartouches détenues chez vous. C'est un avantage comparé aux armes de catégorie B, dont le stock de munitions ne doit pas dépasser 1000 cartouches par arme et par an. La boîte de 50 cartouches est aux environs de 32 €, ce qui les rend tout à fait accessibles pour qui veut s'entraîner régulièrement et sérieusement. L'arme dispose d'une sûreté que l'on peut effacer ou activer par un bouton poussoir latéral dans la carcasse. D'ailleurs, c'est une manière sécurisée de décharger l'arme de ses munitions sans les tirer. Sur un pistolet, on enlève le chargeur, sur un revolver, on ouvre le barillet. Mais sur ce type d'arme, à moins de démonter le magasin tubulaire, et là, bon courage, il n'y a pas le choix, faut chambrer et éjecter cartouche par cartouche. Pour cette opération, donc, j'oriente le canon vers une direction non dangereuse, j'arme le chien, j'active la sûreté et j'actionne le levier de sous-garde pour chambrer et éjecter au fur et à mesure. Il n'y a aucune possibilité de départ de coup involontaire, c'est une opération que l'on peut faire en toute sécurité. Ce n'est pas le cas pour toutes les armes à levier de sous-garde. Il y a aussi une sûreté de détente qui empêche l'activation de la queue de détente si le levier de sous-garde n'est pas complètement refermé. Ceci est dû à un picot métallique situé sous la crosse, près de la queue de détente, qui s'enfonce au contact du levier pour effacer la sûreté. Le chien peut être en demi-armé, ce qui inactive la queue de détente et rend le transport avec une cartouche chambrée tout à fait sécurisé. L'action de la queue de détente est légèrement dure mais nette. Il n'y a pas de course morte de la détente. Dès que l'on pose l'index dessus, on arrive immédiatement au point dur. Je n'ai pas trouvé que cette détente nuisait à ma précision, c'est pourquoi je l'ai classée par défaut dans les points positifs. Après le tir, l'éjection est franche et la douille est éjectée sur le côté droit de l'arme. C'est une carabine précise qui tiendra le 8 de la C50 à 50 mètres. Ce genre d'arme est tout à fait utilisable dans la bande des 25 à 100 mètres maximum. Au-delà, il faudra avoir une forte expérience du couple arme-munition employé et de la flèche du projectile. Je ne parle que de précision, pas de létalité. Passé 100 mètres, la 44 Magnum est bien évidemment toujours aussi létale. Concernant les cartouches, j'ai pu tester les Geco, Fiocchi et Mactech, tout en 240 grains demi-blindés. À mon grand étonnement, les Geco ne m'ont pas convaincu, alors que c'est la marque que j'utilise principalement pour mes armes de poing. Je les ai trouvées moins précises que les deux autres marques, et elles ont tendance à tirer plutôt haut. Les Fiocchi arrivent en deuxième position en termes de précision, mais talonnent de près les Mactech qui se sont avérés être les meilleures cartouches pour mon arme. Il y a bien sûr d'autres marques de cartouches, mais leur prix prohibitif comparé aux trois marques citées m'a arrêté net, même pour un achat de test en précision. Si vous êtes du genre à tirer 20 cartouches par séance, alors n'hésitez pas, foncez acheter du Hornady ou autre,
Mais si comme moi votre bourse n'est pas extensible et que vous aimez lâcher entre 50 et 100 munitions par séance, alors je vous recommande l'une ou l'autre des 3 marques citées. Mon but est de me faire plaisir et de m'habituer à la précision d'une munition, pas de regarder mon compte en banque chaque fois que j'ai tiré 10 cartouches. Détachez votre ceinture, on est sur du menu gastronomique. Je commence la liste de doléances par un petit pinaillage de ma part concernant la queue de détente. Quand le chien est armé, elle se balade librement d'avant en arrière sur environ 1 cm. Personnellement, ça m'en touche une sans réveiller l'autre, mais pour certains, ce sera peut-être l'occasion de développer un nouveau trouble obsessionnel compulsif. Le magasin tubulaire est censé contenir 9 cartouches, mais comme l'arme était neuve, il a fallu roder le ressort. Au début, très naïvement, j'ai chargé plein pot le magasin tubulaire à 9 cartouches. Et lors du réarmement, patatras, j'ai bien failli tout coincer. Je me voyais déjà en train de démonter l'arme en entier avant même d'avoir tiré une seule cartouche. Après quelques manipulations, j'ai pu me dépatouiller et je n'ai chargé ensuite le magasin qu'avec 6 ou 7 cartouches, histoire que le ressort se fasse. Au bout d'environ 200 tirs, je suis enfin arrivé à charger 9 cartouches sans incident d'armement de la culasse. A ce jour, à plus de 600 coups tirés, je n'ai plus à déplorer ce problème. Il est même possible d'insérer une 10e cartouche dans le magasin tubulaire, c'est juste, mais ça passe. Une fois l'arme bien rodée, je pense que je ferai quelques essais dans ce sens. Attention à une chose, le canon a tendance à chauffer assez vite. Tout dépend bien sûr du nombre de vos tirs et de leur fréquence. Mais si vous enchaînez 27 tirs en rechargeant comme un âne au milieu, il y a fort à parier que vous pourrez faire cuire un œuf avec la chaleur dégagée par le canon. Donc tout doux entre 2 séries de tirs, c'est pas une Formule 1, c'est une charrette qui est faite pour apprécier le voyage et le paysage. La visée de type Buckhorn, littéralement en français corne de daim, est une visée que je trouve plutôt brouillonne, difficilement réglable et qui a la fâcheuse tendance à masquer une partie de l'environnement de ma cible. Sur cette carabine, j'avais fait quelques tirs sur appui avec cette visée et je trouvais que mes tirs étaient bien trop bas. Même en relevant la hausse au maximum, mes tirs étaient encore un peu bas. J'ai très vite changé cette visée qui ne me convenait pas du tout. La longueur de la crosse peut être un désavantage pour les grands gabarits. Sa dimension réduite, 34 cm de la détente à l'extrémité de la crosse, ne facilitera pas un confort à l'épauler. Moi-même assez petit, je fais 1,72 m, j'ai ajouté un sabot anti-recul à la fois pour contrer les effets du recul de l'arme, mais aussi pour être plus confortable lors de l'épaulé. Cette configuration est pour moi parfaite, mon épaulé est désormais naturel, mais si vous êtes bien plus grand que moi, je vous invite fortement à essayer cette arme avant l'achat. Alors, ce levier de sous-garde, il va pas déchaîner les passions, et ce pour 3 raisons. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que cette Marlin a été ma première arme à levier de sous-garde. Et ces armes-là, c'est du rustique. Si vous actionnez le levier d'une main molle, vous aurez incident de chargement sur incident de chargement. Faut y aller franco, sans quoi la bête vous le fera payer à tous les coups. De plus, je l'évoquerai un peu plus tard, l'arme étant neuve, il a fallu roder le levier tout autant qu'il m'a rodé à son action. Les 3 raisons donc. De une, le levier tel qu'il est vraiment étroit. Il y a la place pour y mettre 3 doigts, mais guère plus. Quelqu'un avec de grandes mains sera possiblement gêné par cet espace étroit, et je ne parle même pas de tirer avec des gants. De deux, ce levier de sous-garde blesse la partie supérieure externe des phalanges lors du réarmement. Les ongles aussi, parfois, quand on ne fait pas trop gaffe à notre position de main. Bref, ce levier est plutôt inconfortable avec ses angles assez saillants. Et de 3, les premiers tirs vont être rugueux, question réarmement de la culasse. C'est pas fluide du tout, on sent que ça progresse par à-coups, bien que ça ne gratte pas, c'est déjà ça. À l'usage, au bout de 200 cartouches tirées, je dirais, le réarmement devient plus fluide. Une fois bien rodé, je ne doute pas que l'action de cette arme sera complètement fluide. Les vis, satin et vis, ça vaut ce que ça vaut, mais pour le tireur essentiellement habitué aux armes modernes que je suis, je dirais que c'est une faiblesse inhérente à ce genre d'arme.
Il faut savoir donc que plus vous tirez, plus vous avez de chances qu'une des multiples petites vis qui composent cette arme se dévisse, voire se fasse la malle dans le pire des cas. Au début, j'ai été très surpris et même agacé d'avoir une arme neuve qui perd ses vis au même rythme qu'une Harley Davidson perd ses boulons. Coucou les bikers! Alors, j'ai pris l'habitude de vérifier tous les 20 ou 25 coups si je n'avais pas de jeu sur certaines vis. D'ailleurs, vous avez pu remarquer sur mon arme que j'ai fait des points repères au blanco pour identifier très rapidement les candidates à l'évasion. Pour celles qui avaient du jeu donc, allez hop, au frein filet Loctite bleu, fini les sorties extrascolaires. Maintenant, je ne fais ce contrôle que de temps en temps, car il me semble que tout ce qui avait pris l'habitude de bouger s'est figé au frein filet généreusement appliqué. Si vous ne devez en checker qu'une seule de ces de vis, c'est celle-là. Là. C'est connu, plus c'est petit, plus c'est vicieux, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. D'ordinaire, elle est chargée de maintenir en place la portière latérale de la fenêtre de chargement. Mais, quand elle prend légèrement du jeu, elle occasionne l'incident suivant sur le levier de sous-garde. Basculer à l'avant, tout va bien en cours de réarmement, et au retour ça coince, et bien en plus. Genre ton levier reste planté là, dans une position de ni fait ni à faire, tout grippé et impossible de manœuvrer désormais. Déjà que d'habitude, pour pallier au rechargement moyennement fluide, on astique un peu sur le levier, et bien là, tout se bloque d'un coup. Malheur à vous si vous souhaitez forcer encore plus pour décoincer, c'est au chalumeau qu'il faudra désincarcérer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La vis ayant pris du jeu, la portière s'est légèrement désaxée et va interférer avec l'élévateur de cartouche. Une fois coincées, ces deux pièces mécaniques ne pourront être décoincées qu'en démontant le levier de sous-garde et autres éléments. Est-ce qu'on peut voir venir le coup ? Oui, avec néanmoins une certaine habitude sur le fonctionnement du levier de sous-garde. Quand vous sentirez que vous commencez à forcer légèrement plus que d'habitude au réarmement, vérifiez rapidement s'il y a du jeu sur cette vis. Elle est très petite, peu profonde, et il suffit d'un jeu même léger pour que les ennuis commencent à se pointer en escadrille directe. Le démontage et remontage de l'arme est une plaie. On est très loin du démontage de campagne d'un Glock ou d'un AR-15. Vous aimez les vis, les trucs en métal dans tous les sens, les astuces et casse-têtes pour vous aérer l'esprit, cette arme est faite pour vous. Je caricature bien sûr, mais on entre vraiment dans un autre monde, celui de l'armurier et pas celui du tireur du dimanche. Il existe quelques vidéos sur le démontage-remontage détaillé de l'arme, mais elles sont malheureusement toutes en anglais. Elles sont néanmoins exploitables en suivant scrupuleusement chaque étape. Veillez à toujours avoir des tournevis adaptés, de taille et profils différents, car vous paierez cher, au sens propre du terme, toute erreur de vissage, de forçage et de bousillage des têtes de vis. Sans parler de les perdre et de les remplacer au prix fort, si d'aventure vous les trouvez en armurerie. Et oui, il y a ça aussi, on n'est pas aux États-Unis. J'ai très rapidement remplacé la visée Buckhorn d'origine par un kit de visée XS Ghost Sight. Hormis le tournevis, tout est présent dans le package pour que vous fassiez le remplacement directement. Le frein filet rouge est également fourni. Une précision concernant le frein filet pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un liquide qui va durcir après application et séchage et permettre un maintien ferme d'une vis dans son emplacement. Il y en a deux types principalement, le rouge pour une fixation définitive et le bleu pour une fixation temporaire, même si elle dure dans le temps. Dans le doute, préférez le frein filet bleu qui n'est pas permanent mais qui reste très costaud quand même. Pour revenir à la visée, c'est le jour et la nuit entre le Buckhorn et le Ghost Ring. La XS Ghost Sight est parfaite pour une acquisition rapide de cible et un tir précis. La hausse est réglable en hauteur et en dérive. Vous avez également la possibilité de choisir la taille d'ouverture de l'anneau de la hausse. Une grande taille facilitera l'acquisition rapide de cible, alors qu'une taille réduite rendra plus précise votre visée. Pour ma part, j'ai choisi l'ouverture la plus grande et je reste quand même précis lors d'un tir posé. La qualité de ce kit est éprouvée et l'ensemble est très robuste. Après quelques tirs, vérifiez quand même si votre réglage de visée a bougé. Si c'est le cas, votre ami Loctite bleu sera en mesure de fixer rapidement le problème.
Après ma première séance de tir, j'ai très vite cherché une solution pour ne plus me faire mal à la main au réarmement du levier de sous-garde. J'ai acheté de la paracorde et j'ai suivi un tutoriel pour entourer la partie métallique du levier. Le diamètre de la paracorde est assez fin car je ne voulais pas résoudre un problème pour en créer un autre, à savoir me protéger les phalanges mais laisser une ouverture suffisamment grande pour y placer les doigts. À ce jour, je n'ai plus à me plaindre et je peux me concentrer uniquement sur ma cible. Même si j'en ai déjà parlé un peu, le talon anti-recul que j'ai installé m'a permis de faire d'une pierre deux coups. Réduire le recul de l'arme au tir et allonger la crosse de presque 2 cm pour un épaulet plus naturel. À l'installation, j'ai dû faire une petite incision dans la partie inférieure du plastique pour pouvoir y laisser passer la fixation d'anneaux de grenadière. Une fois calé, le talon ne bouge plus et fait très bien le job. On sent toujours une bonne poussée au tir, mais le recul est moins sec, donc plus confortable. J'en recommande chaudement l'achat. Pour finir, j'ai acheté une bretelle en cuir, plus pour le côté esthétique que pour le côté pratique. Je ne suis pas chasseur et même si j'aimerais bien me balader avec dans les bois, je ne sors cette arme que pour aller au stand de tir. Il m'arrive d'utiliser la bretelle comme élément de tension avec la main faible lors d'un tir posé pour avoir plus de stabilité et donc augmenter ma précision. Est-ce que j'ai déjà dit que le démontage et remontage complet de l'arme était une plaie ? Je crois bien que oui, et je reste sur cette position. Par contre, l'entretien est assez simple si vous partez du principe qu'un coup dans le canon suffit. Je me suis donc équipé d'un bore snake du diamètre adapté au 44 Magnum, et tout de suite à la fin de ma séance, je le passe 3 ou 4 fois dans le canon. Enfin, je passe un coup de chiffon dans la chambre ouverte pour éliminer les plus grosses traces, ni plus ni moins. Et très honnêtement, je crois que ça suffit amplement. Alors, que penser de cette Marlin 1894 ? Vous vous dites qu'avec le costard que je lui ai taillé dans la partie faiblesse, j'ai de quoi refroidir n'importe quel tireur à son acquisition. Personnellement, comme lorsque j'ai acheté mon tout premier revolver, c'est un rêve de gosse que j'ai enfin pu réaliser. L'arme est magnifique, légère, puissante, compacte et précise. C'est vrai, il y a des points qui m'ont fortement agacé, comme ces satanés vis, mais dans l'ensemble, l'arme est aujourd'hui très agréable au tir. Le rodage plus que nécessaire de l'arme et mes différents achats successifs y sont nettement pour quelque chose et ont pour la plupart éliminé les reproches que je peux faire à cette arme sortie d'usine. Sur un plan tout personnel, le bruit du levier de sous-garde est de ceux que j'entends encore résonner dans ma tête, même une fois finie la séance de tir. Les premiers temps, j'ai eu du mal à réprimer un petit sourire en coin dès que j'actionnais le levier. C'est un truc bête, mais c'est ce qui fait tout le charme de ce genre d'arme. Un bout d'histoire entre les mains, et bien que difficile à expliquer, un sacré sentiment de liberté. À bientôt.